Bonjour et merci d'être au rendez-vous ce matin. On part à travers le pays pour dégoter des bons plans santé, pour trouver des astuces qui pourraient soulager notre quotidien et pour mettre en lumière des initiatives étonnantes, amusantes. C'est ça, l'instant RR comme région. On va par exemple rencontrer des passionnés de Star Wars dans les Alpes-Maritimes qui se retrouvent régulièrement pour plonger dans l'univers de George Lucas. Ce sont les membres de la SLCLA, Saber Light Company, et c'est plus vrai que nature, vous verrez. On suivra également des bénévoles qui se mobilisent pour améliorer la prise en charge des enfants hospitalisés dans le Loiret. Avec leur association baptisée Badaboom, ils réalisent des vidéos ludiques et pédagogiques pour aider les petits patients. Une très belle initiative. Auparavant, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous et comme à chaque rentrée, on décide tous de changer un peu notre façon de vivre. Résolution numéro 1, se mettre ou se remettre au sport, oui. Mais comment et où faut-il privilégier les salles de sport ou le coach à domicile? C'est ce que nous avons voulu savoir. C'est l'instant pratique. Reposé par les vacances, votre motivation gonflée à bloc, vous entamez cette rentrée avec un objectif, vous mettre ou vous remettre au sport. Mais attention, pas n'importe comment. Alors quel budget faut-il prévoir pour suer dans une salle de gym? Faut-il une ordonnance du médecin ou pratiquer en groupe et sans payer? L'instant pratique a mouillé la chemise pour répondre à toutes ces questions. 2. Conseil numéro 1, le sport sur ordonnance. Avant de foncer tête baissée, une visite médicale s'impose pour vérifier que tout va bien. Sachez aussi que le sport sur ordonnance, ça existe. En clair, si vous souffrez d'une maladie chronique, votre médecin peut vous prescrire une activité sportive. C'est ce qui a permis à Florence de reprendre doucement et gratuitement le sport encadré par une coach. Toujours les pieds dans l'axe des genoux. J'avais besoin de faire du sport. J'en ai fait quand même cet été. Ça m'a poussé à en faire, le fait de commencer ici. Ça m'a boosté pour en faire toute seule, d'aller à la piscine par exemple. Donc c'est un booster en fait, voilà. Dans certaines villes comme Strasbourg, ces séances de sport sur ordonnance sont entièrement gratuites. Renseignez-vous auprès de votre assurantier mutuelle qui peuvent aussi proposer un remboursement. Conseil numéro 2, bien choisir sa salle de sport. 1, 2, En France, on compte plus de 4000 salles de fitness. Vous devriez sans problème trouver celle qui vous convient, d'autant qu'au moment de la rentrée, les offres promotionnelles se multiplient. Avant de vous inscrire, assurez-vous que la salle propose des horaires larges. Testez un peu le matériel au cours d'une séance d'essai et vérifiez la présence ou non de coach pour vous guider. Côté budget, le prix d'un abonnement est en moyenne de 700 € par an. Comptez 350 € l'année dans une salle low cost. Conseil numéro 3, se faire coacher. Vous avez un planning serré, vous n'aimez pas les salles de sport bondées, alors prenez un coach sportif. Il s'adapte à vos disponibilités et vous aide à atteindre vos objectifs. Et grâce aux objets connectés, il peut même suivre à distance vos entraînements. Un vrai plus pour ce dentiste triathlète. Allô? Oui, salut Philippe, comment ça va? Il y a vraiment une interactivité et qui est vraiment une optimisation et aussi une source de motivation parce qu'on sait que le coach peut suivre les séances que l'on a pu faire, de voir effectivement si on est en forme, si on est un peu moins en forme, si on peut forcer un peu plus ou s'il faut ralentir un peu. Donc il y a vraiment une mise à niveau constante, rapide. Les tarifs sont variables d'une région et d'un coach à l'autre. Comptez en moyenne 30 à 100 € de l'heure. On passe latéralement les haies. Conseil numéro 4, le sport gratuit en plein air. Pas de budget, rassurez-vous, on peut faire du sport gratuitement en plein air. De nombreuses villes ont aménagé des espaces en accès libre comme à Brive-la-Gaillarde ou Strasbourg où plusieurs machines de fitness sont à la disposition des sportifs, quel que soit leur niveau. Le but, c'est pas de s'apporter des douleurs, le but, c'est de découvrir les appareils, de se faire plaisir. Il faut y aller à son rythme. Il n'y a pas de coach derrière qui mette la pression, on y va tranquille, quoi. Autre avantage de ces équipements, ils permettent de faire du sport en groupe. À plusieurs, c'est souvent plus motivant. On pose les haltères et on souffle le temps de récapituler. Pour reprendre une activité physique, je vais voir mon médecin qui peut dans certains cas prescrire du sport sur ordonnance. Je cherche une salle de gym aux horaires et au forfait souple. Je prends un coach rien que pour moi et je profite des équipements en plein air gratuits disponibles dans ma ville. Bon, maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Et pour revoir cet instant pratique ou ce magazine dans son intégralité, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur France.tv. Chaque matin, dans l'Instant R, nous nous intéressons à des sujets de société. Notre dossier est aujourd'hui consacré au parcours difficile des réfugiés qui tentent d'intégrer le monde du travail. À Laurent-Sainte-Marie, un comité de bénévoles s'est constitué pour leur venir en aide.
Ahmed a fui le Soudan en 2015. Après un long périple et 8 mois passés à Calais, il arrive à Oloron-Sainte-Marie en octobre 2016. Aujourd'hui, il a le statut de réfugié et il enchaîne les CDD depuis 9 mois dans une entreprise de BTP. Faut pas que tu te mettes à côté de la bouille, ça va t'éclabousser dessus. Tu vas passer derrière moi après. Moi, j'ai étudié l'anglais et l'arabe, mais le français, c'est vraiment différent. Et pour s'intégrer dans notre travail, il faut apprendre cette langue. Pour nous, le vrai défi, c'est l'apprentissage du français. Dès qu'ils arrivent à Oloron, tous les migrants suivent des cours de français dispensés par des bénévoles. Oui, bienvenue. Qu'ils aient ou non le statut de réfugié. Tu veux de la salade? Oui, je veux de la salade. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est parler au plus vite, au mieux, la langue. En sachant que pour un analphabète, puisque là il s'agit de personnes qui ont été pas scolarisées ou très peu scolarisées, on compte en moyenne 2 ans de présence sur le territoire pour être capable d'intégrer des formations diverses et variées. Comme l'autre jour on fait, le même travail que la dernière fois. Khalil est kurde syrien. Arrivé à Oloron il y a 1 an avec sa femme et ses 2 enfants, il va bientôt obtenir son statut de réfugié. En attendant, il travaille dans une entreprise d'insertion, un CDD de 6 mois qui vient d'être renouvelé à mi-temps pour lui permettre aussi de suivre des cours de français. Le travail, c'est la vie. Une personne responsable doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne doit pas attendre l'aide des autres. Pas de matar. Pas de pluie. Pas de la pluie. Les gens qui ont vécu des choses difficiles, d'autres réalités que nous ne connaissons pas ici, parce que nous, on est tout bien, eh bien, ils saisissent leur chance quand même. Je trouve qu'ils ont bien la niaque quand même. Fatima accompagne Khalil et un autre migrant à la journée de découverte des métiers qu'organise l'AFPA et Pôle emploi. Un temps fort pour les 25 migrants présents à Oloron. Ça tombe à pic parce qu'on les a fait aller chez les artisans pour découvrir tel ou tel métier. Ensuite, ils vont continuer le français et ensuite ils vont peut-être entrer en formation. Donc là, c'est une ouverture supplémentaire parce que nos jeunes, ils n'ont jamais travaillé. Selon le CDE, après 5 ans de séjour en France, 1 tiers seulement des étrangers ont un travail. Faire mentir cette statistique, voilà le défi que veut relever le collectif d'Oloron. Un collectif que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook intitulée « Piémont Oloronnais Urgence Réfugiés ». C'est un hobby pour le moins original, se glisser dans la peau des héros de George Lucas. À Villeneuve-Loubet, des passionnés se retrouvent régulièrement pour des combats de sabres. Vous l'avez compris, ils plongent dans l'univers de Star Wars. Alors forcément, notre équipe d'Antibes a voulu en savoir plus. Que la force soit avec vous. Je vous disperse. C'est parti. Ballet avec drôle de Corée ou thérapie de groupe peut-être? C'est pas Walking Dead non plus, hein. Un autre indice pour que devinez, vous puissiez essayer? Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Ok. À chaque retour du mardi, ils sont donc une trentaine à jouer du sabre laser, exactement comme dans Star Wars. Des gentils qui auraient préféré être méchants, et des méchants ravis d'être méchants. À la base, je voulais plus interpréter un personnage méchant, un Sith, ou bien qui est déjà existant, ou bien fait par moi-même. Mais finalement, on m'a dit, avec la tête que tu as et la coiffure que tu as, vaut mieux que tu fasses Luke Skywalker. J'ai fait, bon d'accord. Pour moi, les Sith, ce ne sont pas les méchants, c'est des gens qui vivent passionnément, qui vivent totalement de leurs émotions, qui ne se retiennent pas. Et c'est tout à fait moi dans la vie réelle. De chaque côté de la force, ils ont entre 16 et 45 ans. Certains sont complètement accros aux étoiles et à leur guerre. J'ai lu énormément de romans, j'ai collectionné quelques figurines, j'ai joué à énormément de jeux vidéo. Je suis fan de l'univers créé par George Lucas. Je ne m'attache pas forcément à tel ou tel personnage, mais vraiment, j'ai la tête dans les étoiles, je lis énormément de science-fiction.
Et j'adore ça. D'autres ne peuvent décidément s'en prendre qu'à leur père. J'ai grandi dedans, je suis né avec, parce que mon père en était très fan. Donc en fait, j'ai fan, pas un fan extrême, mais j'ai grandi avec. Décors, costumes, musique, dialogue, la Lightsaber Company soigne chacune de ses représentations. Moi, je vous fais les effets en temps réel. Quand vous êtes beaucoup trop près, j'ai du mal à les voir, en fait. Lionel, c'est le maître de cérémonie, scénariste, metteur en scène, régisseur. L'homme qui gère tout dans l'Empire LSC, épanoui dans l'ombre, à faire se croiser les mondes. C'est la rencontre, en fait, et du sport et du théâtre, finalement. Parce qu'on fait et de la comédie et du sport. Et donc, tout ça, ce sont deux de mes passions. Et j'ai eu la chance de pouvoir les réunir en faisant du sabre laser. Dans les attaques comme les contre-attaques, sans être des clones, forts face à la menace, même fantôme, moitié sportif et moitié geek, chevalier Jedi ou guerrier Sith, Star Wars Addict. On reste ensemble avec grand plaisir, un peu plus de 11 heures. On va aller à Sète pour marcher sur les pas de Georges Brassens. Chanteur, poète, il était originaire de cette ville qu'il aimait par-dessus tout. Nous suivons également Victor, comme nous le faisons depuis lundi en cette semaine marquée par la rentrée scolaire. Victor, c'est un instituteur à Paris, mais un prof pas tout à fait comme les autres. Avant son départ à la retraite, nous l'avons suivi et c'est un sacré personnage, vous verrez. Mais avant cela, nous avons voulu mettre en lumière ce matin une très belle association à Orléans. Les bénévoles de Badaboum se relaient pour faciliter l'hospitalisation des plus petits. Regardez. Regarde Evan, si tu veux, est-ce que tu veux être un super-héros pendant cette prise de sang? Est-ce que tu préfères être Thor? Est-ce que tu préfères être Captain America? Eh oui, ça tente bien Evan d'être Captain America. Pendant quelques minutes, il entre dans la peau du personnage et oublie qu'on lui fait une prise de sang. Son attention est détournée, mission accomplie. Lors des soins, il est reconnu que si on attire l'enfant sur un jeu, sur des sensations nouvelles, alors ça peut être visuel, auditive, l'enfant du coup concentre son attention sur autre chose et ne fait plus trop cas, on va dire, des soins qu'on est en train de faire. Ce chariot plein de jouets a été financé par Badaboum, une association créée par le personnel de l'hôpital dans un seul but, le confort de l'enfant hospitalisé. Badaboum, c'était surtout pour que l'enfant, même à l'hôpital, reste un enfant avant tout. Voilà, c'est un patient, certes dans un lit, mais c'est un enfant. Et Badaboum va nous permettre de continuer à faire vivre cet enfant dans son imaginaire, dans sa vie de tous les jours. Les stickers sur le mur, les salles de jeux avec aquarium, DVD, jeux vidéo et baby-foot, c'est encore Badaboum. Tout ça participe au bien-être de l'enfant et aide les soignants dans leur travail. La chirurgie pédiatrique, c'est compliqué au sens où on est forcément dans du soin invasif, parfois douloureux. Au quotidien, Badaboum, c'est vraiment un apport très important parce que ça nous permet d'avoir une sorte d'interface entre nous et nos petits patients. Je vais t'expliquer comment et pourquoi on va te faire une pause de traction. Comme Martin, tu as mal à la hanche. Timéo visionne une des 4 vidéos réalisées en interne par Badaboum et ses bénévoles. Il sait désormais ce qui va lui arriver. Il a le sourire. Et sa maman aussi. C'est très très bien fait, ça permet de bien nous expliquer ce qui va se passer pour lui. Parce qu'on arrive ici, on nous dit, voilà, il va être en traction, mais qu'est-ce que c'est? Et puis ça va nous permettre aussi, s'il a des questions, de pouvoir en reparler et puis de lui réexpliquer avant que le personnel arrive pour lui poser la traction. Les grands peuvent aider les CP pour les couleurs, d'accord, pour que ce soit harmonieux. Badaboum aimerait financer d'autres films, mais voilà, il faut de l'argent. Alors elle a expliqué son action à ses écoliers et leur a demandé de décorer des assiettes. Thème imposé, le cirque. C'est concret pour eux, on parle de situations d'enfants à d'autres enfants. Donc forcément, ils sont tout de suite sensibilisés. D'ailleurs, on voit bien ce matin, ils avaient vraiment hâte de participer au projet. Je suis heureuse, voilà, parce que comme les enfants ils sont hospitalisés, moi si j'étais à leur place, j'aurais très peur aussi, donc je sens que je les aide. Je trouve que c'est bien parce que quand tu es hospitalisé pendant longtemps, tu vois pas forcément du monde et tu peux au moins jouer et te divertir. Ces assiettes seront mises en vente lors d'une soirée de gala, alors à vos enchères. Vous savez pourquoi. Et pour venir en aide à cette association, vous pouvez vous rendre sur badaboum-orléans.fr. Et si vous aussi,
eh bien, vous voulez nous faire partager de belles initiatives dont vous êtes l'auteur ou témoin. N'hésitez pas à vous filmer avec votre téléphone et à poster ce témoignage sur la page Facebook de France 3 Toute Région. Nous en parlerons et nous la diffuserons dans une prochaine émission. Si vous nous suivez depuis le début de la semaine, vous commencez à bien connaître Victor, ce professeur des écoles parisiens aux méthodes d'enseignement hors du commun. Des méthodes qui mêlent rigueur et bienveillance. Le rire est au centre de tout. À l'heure de son départ à la retraite, ses anciens élèves ont bien du mal à cacher leurs émotions. C'est l'instant portrait. Ah non, 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 Victor, ça, c'est pour ce soir, pour ton pot de départ. Allons, un peu de sérieux, car aujourd'hui, c'est jour de vote. En coulisses, de nombreuses tractations pour élire le plus beau Z. Z, ça sent la fin de l'année. Dire qu'il y a 30 ans, j'avais ici même remporté tous les suffrages avec mon chiffre 5. Et aujourd'hui, Mathilde Laban, c'est à moi de voter. C'est bon ? Installer, voter, dépouiller, proclamer, accepter les résultats. L'air de rien en s'amusant, c'est les bases de la démocratie qu'on met en place. Révérence, poignée de main, accolade, embrassade, namasté ou gourbette? Namasté. Namasté. Embrassade. Allez. Victor vit là ses derniers moments avec ses élèves. Après 35 années passées dans cette salle colorée, tellement vivante, elle est maintenant à peine reconnaissable quand je la vois vide et silencieuse. Mais heureusement, 2 étages plus bas, la fête a commencé. Pour son pot de départ, Victor a sorti le grand jeu. Allez, 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 vas-y, ose. Hop, vas-y. Ça y est, je l'ai. C'est à moi. Je l'ai. Et la queue s'allonge pour lui offrir tous ses cadeaux. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est un moment de bonheur. Voilà. Ça se finit comme tu voulais, quelque part? J'ai jamais voulu grand-chose, mais bon. Ravi, touché, ému, mais je reste avec les caroncules sèches. Alors, caroncule lacrymale, excroissance charnue située à l'angle interne de l'œil. Décidément, avec Victor, on n'arrête jamais d'apprendre. Et ça, c'est le meilleur pour la fin. Petit clin d'œil de l'école Parmentier. Tu es nommé et tu te nommeras Parmentier. Sois sage. Ah, mais... Pendant que la nuit tombe, les souvenirs remontent. J'ai des souvenirs extraordinaires qui me viennent des fous rires, des choses qu'on a fait avec les enfants fantastiques, enfin plein de petits trucs qui te viennent à l'esprit et c'est que du bonheur en permanence, que des choses extraordinaires. J'ai repris et je me sers encore de choses que Victor a inventées. Je m'en sers encore en classe au quotidien, avec sa permission bien sûr. Et voilà, c'est une source d'innovation pour moi, de découverte permanente, plein de flashs. Inoubliable en fait, inoubliable. C'est quelqu'un de théâtral. Donc il va falloir, je pense, Victor, un contact. Il va falloir qu'il ait toujours un contact avec le comique, avec le burlesque. Et pour ça, il faut un public. Et quel sera justement, cher maître, ton nouveau public ? Je crois que la réponse t'attend au bout du couloir. Bon vent, mon Victor. Instituteur, un métier qu'aurait pu faire Georges Brassens. Cet amoureux des mots et des rimes était originaire de Sète dans l'Hérault. Poète, chanteur, son nom est aujourd'hui indissociable de la ville. L'occasion pour nous ce matin de suivre ses traces. Des images en noir et blanc de la ville en 1961 jusqu'aux ruelles d'aujourd'hui en couleur. Le paysage de Sète semble comme figé dans le temps. À l'exception peut-être de quelques petits détails. Des voitures, bien sûr, se sont modernisées. Et dans le quartier haut, la rue de l'Hospitalet est devenue la rue Georges Brassens. L'enfant du pays sétois, né quelques mètres plus bas au numéro 20. À l'époque, c'était le 54. Voilà la maison où vivait Georges Brassens avec ses parents, ses grands-parents. Et la fenêtre du haut où Georges Brassens aimait regarder la mer. J'ai rendez-vous avec vous
Dites-moi, Georges Brassens, vous venez souvent ici dans la maison de vos parents? Eh bien, je viens à peu près chaque année. Je viens passer un mois. C'est ici que vous êtes né? C'est ici que je suis né, à l'étage en dessous. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après, la maison est toujours la propriété de la famille Brassens. Et au-delà, c'est tout ce quartier des hauteurs de Sète qui garde un peu l'âme de l'artiste. À l'époque, dans les années 30, Georges Brassens est encore un petit garçon qui vit avec ses grands-parents. Tous les jours à la sortie de l'école, c'est ici, dans ce jardin du château d'eau, qu'il passe une bonne partie de son temps à s'amuser. C'est aussi ici qu'il forme sa première bande de copains. Et parmi eux, Victor Laville est devenu un peu, malgré lui, le gardien d'une mémoire, d'un patrimoine, celui du chanteur. On habitait le même quartier, on faisait le chemin du lycée au domicile des parents ensemble. Donc, beaucoup de choses nous ont rapprochés, la passion pour la musique, pour la chanson surtout. Quelques années plus tard, Georges Brassens quitte le port de Sète, direction Paris. Il a alors 19 ans. Le chemin des deux amis se sépare, mais seulement pour un temps. Parce que devenu journaliste auprès des stars de l'époque, Victor Laville présente à son ami Georges Brassens la chanteuse Patachou. Et c'est elle qui lancera pour de bon la carrière du poète. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je suis content d'avoir pu aider le copain à faire quelque chose. Faire quelque chose, le mot est faible. Très vite, les salles de concert de la capitale affichent complet. C'est le temps des succès, des photos avec Raymond DeVos et Juliette Gréco. Mais pour Victor, Brassens est toujours resté le même, l'ami fidèle du début. Très chaleureux, et en même temps très réservé. Mais on le sentait profondément attaché toujours. Genre, il n'a jamais oublié ses copains de base. À plonger dans cette vie de photos, on pourrait croire que Brassens n'appartient qu'aux souvenirs, au passé de la ville. Mais à Sète, depuis 1991, un lieu s'évertue à faire vivre encore et toujours la mémoire de l'artiste. À l'intérieur, on retrouve Régine Monpeilly. 21 ans qu'elle dirige cet espace Georges Brassens. 2 décennies passées aux côtés de ce compositeur au verbe haut. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Il y a toujours une chanson qui correspond à un moment de la vie, un moment que l'on traverse difficile ou voire même tragique. Et en réponse, il y a une chanson de Georges Brassens. Ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que votre ville natale vous a inspiré quelques-unes de vos chansons, ou bien est-ce que certaines d'entre elles sont liées à la ville de Sète? C'est-à-dire toutes doivent être liées à la ville de Sète, puisque c'est ici que j'ai fait la moisson de mes premières impressions. Je crois que je ne me suis jamais inspiré directement de Sète, mais je l'ai fini ici, mes chansons, je les commence. Rarement éloigné de sa célèbre pipe, en un peu plus de 30 ans de carrière, Georges Brassens n'a jamais cessé de jongler avec la langue française. Avec des mots simples, parfois, avec d'autres plus complexes. Souvent, il a inventé une nouvelle façon de chanter les petites histoires du quotidien. Il a ouvert la voie à tous ces gens qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Et puisqu'il fut un des premiers à monter sur scène avec simplement une guitare, pas d'orchestre, et la magie Brassens opérait. Voilà. Et aujourd'hui, la magie opère encore et toujours. En 14 albums, Georges Brassens s'est imposé comme un des fleurons de la chanson française. Des succès populaires qui s'exportent jusqu'au Japon. Mais c'est bien ici, à 10 000 km du pays du soleil levant, que l'homme restera ancré pour l'éternité. Juste en face de l'espace Brassens, c'est au cimetière Le Py que l'artiste repose sous une tombe modeste. Brassens a toujours un peu taquiné la mort et dans ses chansons. Et un beau jour, un des amis lui a posé la question « Mais Georges, où c'est que tu voudrais être enterré ?» Et réponse de Brassens « Surtout pas dans un cimetière parce qu'il y a des morts pas sympathiques. » Et justement, c'est loin des cimetières et des pierres tombales que Georges Brassens imaginait se reposer une dernière fois, à 2 pas de la mer, qu'il a vu grandir. La plage de la Corniche supplique pour être enterré à la plage de Sète. Tout un programme pour Georges Brassens. À ce côté de dire que lui passe sa mort en vacances et qu'il sera toujours un éternel estivant. Lui, lorsqu'il reviendra à Sète, ça sera bien. Voilà, la boucle sera bouclée. Il est parti assez jeune, il revient. Il demeurera à Sète toute l'éternité.
Il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Et la ville de Sète rend régulièrement hommage à Georges Brassens à travers des expositions et des festivals. Vous aurez des renseignements sur tourisme-7.com. Merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve demain à partir de 10h50 sur France 3. On vous donnera quelques astuces pour meubler ou encore décorer votre appartement ou votre maison avec goût, mais à prix réduit. Si c'est possible, vous le verrez demain. Très belle journée. Tout de suite, c'est Midi en France.